J'espère que tout le monde est prêt pour ce soir. On va laisser la place à Jean-Louis. C'est parti. À toi la parole, Jean-Louis. Bonsoir et merci à vous qui prenez ce rendez-vous. Ce soir, nous allons établir des convictions de façon irrémédiable. La conviction que je vais vous amener à établir, c'est que vous avez les meilleures solutions pour les problèmes de santé au monde. L'Helicobacter pylori, c'est souvent cette bactérie que l'on cite quand on parle d'ulcère. Si ce n'est pas les ANS qui l'ont causé, c'est qu'il y a d'autres causes que l'on ne maîtrise pas, que la médecine n'est pas encore arrivée à identifier. Et donc, si la médecine n'a pas pu identifier ces causes, dans 20% des cas, il n'y a pas de traitement. Les traitements traditionnels peuvent échouer. Or, nous, on est avec la nature. Et la bonne nouvelle, c'est que on a de nombreuses personnes qui ont fait l'expérience du protocole que je vais partager avec vous à la fin. Le protocole ne sera pas affiché, mais ce sera dans des témoignages. Pressez donc bien l'oreille. Eh bien, de nombreuses personnes ont mis en œuvre ce protocole et nous ont revenus avec des, des affirmations de guérison. Au fait, l'ulcère se guérit. L'ulcère se guérit dans la médecine traditionnelle. Les protocoles sont un peu compliqués avec des incertitudes, on le verra, mais cela se guérit. C'est ça la bonne nouvelle. Seulement, si des milliers de personnes continuent de traîner l'ulcère malgré leurs gros investissements dans leur santé, c'est que il faut peut-être associer à tous les arsenaux qu'on utilise ce que nous voulons proposer comme protocole, qui n'est pas destiné à l'ulcère, mais qui est destiné à l'ensemble du corps. Donnez donc les moyens au corps de se défendre face à ces envahisseurs. Un ulcère gastro-duodénal est une plaie profonde qui se forme dans la paroi interne de l'estomac, appelée ulcère gastrique, ou bien dans la première partie de l'intestin, c'est-à-dire le duodénum, appelé dans ce cas un ulcère duodénal. Il résulte d'une inflammation chronique. L'inflammation est dans un premier temps aiguë, mais devient chronique par la suite, et c'est à dessein. Vous allez le voir que si ce n'est pas les ALS ou autres substances irritantes, vous allez voir que c'est l'Helicobacter pylori qui envoie son armée pour faire cela. Donc, il résulte d'une inflammation chronique de cette paroi sur laquelle il y a une agression de la muqueuse par l'acidité du liquide gastrique dont la sécrétion devient excessive. On va rentrer un peu dans l'estomac pour voir ces différentes parties. Alors, voilà l'estomac. Sur le tiers supérieur, nous avons le fundus. Le milieu, c'est le corps. Et puis, le tiers inférieur est l'antre et le fond. L'Helicobacter pylori va s'installer. Je rappelle que l'Helicobacter pylori est reconnu comme responsable de 40% des ulcères. Il est le L'antre plutôt est relié à, non plutôt l'estomac. L'estomac est relié à l'œsophage en haut, d'accord, par le sphincter œsophagien, et en bas par le duodénum. Le duodénum qui est la première partie de l'intestin grêle. Ensuite viendra la deuxième partie qui est le jéjunum et la dernière partie qui est l'iléon. Je m'arrête, comme il me plaît souvent de le dire, de le rappeler, je m'arrête pour dire que quand on parle de microbiote intestinal, il faut aller vers la fin de l'iléon et l'ensemble du côlon. Je voudrais que les partenaires Forever prennent note d'un certain nombre d'éléments, de faits qu'on leur donne. Ça vous permet de ne pas trop bavarder, de ne pas dire des choses qui ne servent à rien, de ne pas perdre simplement le temps aux prospects. Les prospects qui n'ont pas les moyens de vérifier applaudissent. Seulement, avec le temps, ils finissent par se rendre compte
de combien vous lui avez perdu du temps. Donc, voilà un peu la structure de l'estomac. Et regardez un peu les différentes couches. Les différentes couches. Si vous voulez mieux comprendre le système digestif, il faut taper système digestif sur YouTube et puis taper aussi système digestif et la digestion expliquée par Docteur Astuce. C'est, moi, je me plais à suivre et à suivre à plusieurs reprises. Ça, ça me met à l'aise. Ça me permet de comprendre pourquoi les nombreuses solutions que les gens utilisent ne marchent pas et surtout pourquoi les protocoles que nous proposons donnent du résultat. L'étiologie, c'est l'étude des causes des maladies. Ah, donc, on va voir un peu l'étiologie de l'ulcère gastrique, gastro-duodénal. Il y a l'Helicobacter pylori, cet agent infectieux que nous allons découvrir aussi à la fin. Cette bactérie peut provoquer une inflammation de la muqueuse de l'estomac qu'on appelle une gastrite et qui peut se compliquer en ulcère, voire un cancer gastrique. Je rappelle que le cancer gastrique, c'est 1% des ulcères qui se transforment en cancer gastrique. Et dans le duodénum, il n'y a a priori pas de risque de cancer. Cela permet d'éviter certains traitements invasifs inutiles quand il s'agit du duodénum. Alors, la bactérie Helicobacter pylori est un bacille qui colonise exclusivement la muqueuse gastrique. C'est-à-dire, elle ne peut vivre que là. Elle ne vit nulle part ailleurs. Parce que c'est l'une des rares bactéries capables de vivre dans un milieu acide. Et pour y vivre, l'Helicobacter pylori a été bien doté ou alors s'est adapté. Il s'est armé. Il s'est armé. Les microbes, c'est comme les hommes. Alors, l'Helicobacter pylori ne fait pas partie du microbiote du tube digestif de l'homme. Il ne fait pas partie de nos bactéries amies. C'est un ennemi qui s'installe dès les premières années de vie. Autour de 5 ans d'âge, vous avez déjà contracté l'Helicobacter pylori qui reste là et qui demeure jusqu'à ce que, lorsque les conditions lui sont favorables, il commence par s'exprimer. Il commence par s'exprimer. On dit souvent que c'est le pasteur Raoul Wafo, le révérend Raoul Wafo, qui l'a souvent dit. Il dit, Dieu refuse à certains de ses fils de devenir riches parce que s'ils ne s'appliquent pas à changer certaines de leur nature, en devenant riches, cette nature pourrait être amplifiée et Dieu ne veut pas que ces fils-là soient vus ainsi. Donc, vous donne le temps de vous changer, de vous améliorer. Si vous êtes à Forever, vous n'avez pas de résultat, concentrez-vous d'abord sur vous-même, améliorez-vous et puis les résultats viendront. C'est juste une fraction de seconde. 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis le réseau qui était là dormant depuis prend. Deuxième élément d'étiologie, la prise d'ANS, y compris l'aspirine. Alors, les ANS peuvent provoquer des ulcères gastro-duodénaux dits médicamenteux. En effet, ces produits sont agressifs pour la muqueuse de l'estomac. L'effet toxique des ANS persiste environ 2 mois après l'arrêt du traitement. D'ailleurs, environ le tiers des ulcères compliqués sont attribuables à la prise d'ANS ou d'aspirine à faible dose. C'est pourquoi il est quasi systématique d'associer des inhibiteurs de la pompe à protons aux ANS pour éviter justement ces complications. En particulier si les ANS sont pris sur une longue durée. Sinon, il faut les prendre pendant les repas. Et pour ceux qui sont obligés de les prendre. En tout cas, nous, avec les protocoles que nous proposons aujourd'hui, on a vu des gens qui peut-être ont commencé. De toute façon, il faut s'appliquer à... Il faut prier pour ne consommer ces produits que sur une courte durée, parce que c'est prévu pour être consommé sur une courte durée. C'est pour cela qu'il faut associer aussi ce que nous vous proposons. Et en commençant peut-être 10 jours plus tard, votre médecin vous trouvera plus vivant et s'activera
à vous diminuer la prise de ces produits. Cela dit, on verra tout à l'heure que quand vous avez fini le traitement de l'ulcère, il faut encore attendre 4 à 6 semaines avant de faire le test. Il faut être patient pour certaines choses. Il y a des aliments ou certains éléments plutôt de ce que, ce que le professeur Grégoire Joubert appelle de drogues socialement acceptées. Alors, le tabac, les aliments trop acides, le café, le thé, l'alcool, le stress prolongé peuvent être des facteurs favorisants. On va voir tout à l'heure dans des vrais ou faux que le stress, ce n'est pas le stress auquel on pense habituellement, mais c'est un autre type de stress qui peut causer directement l'ulcère. Sinon, le stress prolongé, et ça affaiblit, ça baisse un peu les défenses et ça peut effectivement causer. Alors, ulcère, la faute à une 5 batterie et aux anti-inflammatoires, on a bien dit, pas que parce qu'il y a 20% de situations où on n'a pas pu identifier les causes. Ça, je vous laisse prendre la carte. Euh, et puis, on va continuer. C'est pour que vous puissiez lire. Signe donc, l'ulcère génère des douleurs à type de crampes circonscrites au creux de l'estomac, plus rarement des sensations de brûlure. Elles sont généralement soulagées par la prise alimentaire. Pendant très longtemps, puisqu'ils n'hésitaient pas de traitement pour l'ulcère, les gens buvaient certains aliments, donc que je ne vais pas nommer ici parce que moi, je ne suis pas là pour vendre les choses auxquelles je n'ai plus confiance. Simplement dire leur nom, c'est déjà les vendre. Donc, les gens prenaient ces trucs-là pour calmer l'ulcère. Et souvent, l'ulcère au début, c'est sans signe, hein. Il n'y a pas de signe au début. Complications, l'ulcère peut se compliquer d'une hémorragie lorsque la destruction tissulaire concerne le vaisseau sanguin, mais aussi d'une perforation de la paroi gastro-duodénale, entraînant une péritonite. Plus rarement, le duodénum peut se sténoser. Autrement dit, occasionner une réduction conséquente du calibre intestinal. Alors, le risque qu'un ulcère gastrique, c'est pour ça que j'ai gardé toute cette phrase-là. Donc, ceux qui sont embêtés par les termes rébarbatifs, retenez juste ce qui est en bas ici. Le risque qu'un ulcère gastrique soit en réalité un cancer existe, même s'il est faible. En revanche, un ulcère duodénal n'évolue jamais vers un cancer. Et là encore, la nature nous réserve des surprises. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé ça. Donc, voilà. Les mécanismes d'ulcération diffèrent selon la localisation. On en a déjà un peu parlé. C'est un peu aussi un résumé qui est là. D'accord? Donc, dans l'ulcère duodénal, l'altération des mécanismes de défense existe aussi sous l'action des AINS et de l'aspirine. Donc, c'est un peu pour expliquer ce qu'on avait annoncé plus haut. Il y a il y a des formations, des vidéos bien détaillées sur les effets, les mécanismes d'action des AINS, des mécanismes d'action des inhibiteurs de pompe à proton. Et en tout cas, il faut prendre le temps de suivre ces choses-là. Peut-être que euh, j'aurai également le temps de les extraire et vous les présenter sous des formes un peu plus résumées. Tout ce qui fait que vous avez parfois trop de tests, c'est le manque de temps. C'est tout. Sinon, l'information, là, on a l'information, c'est comment vous aider à y accéder. Alors, qui présente un risque? Plus de 65 ans, Hélicobacter pylori et antécédents personnels d'ulcère. Il faut dire que 50% de la population mondiale vit avec l'Hélicobacter pylori. 50% de la population mondiale, plus de la moitié de la population mondiale est infectée. Donc, si nous sommes, combien là, 150 dans la salle, il y a 75 personnes qui vivent ici, parmi nous là. Il y a 75 personnes qui ont l'ulcère. Je suis dedans aussi. Mais l'hélicobacter pylori ont plutôt l'hélicobacter pylori dans leur corps.
Ceux qui vivent dans des pays où l'hygiène est bien améliorée, peut-être n'ont pas l'hélicobacter pylori, mais à contrario, ces personnes rapidement se retrouvent avec les INS. Vous voyez comment la nature s'équilibre. Parce que si vous observez une trop grande hygiène pour éviter l'hélicobacter pylori, vous allez également vous empêcher votre microbiote intestinal d'être équilibré, d'être bien garni. Donc, ici, dans le cas de l'ulcère, on vous dit observez une hygiène stricte. Mais en même temps, sur d'autres sujets, on vous dira ne soyez pas maniaque, un maniaque de l'hygiène. Donc, nous, on est obligé de mettre les deux ensemble parce que nous avons une vision globale, parce que nous collaborons avec la nature. Alors, parmi les personnes sous anti-inflammatoires ou ANS ou aspirine, les plus vulnérables vis-à-vis de l'ulcère sont celles ayant un antécédent personnel d'ulcère, les personnes âgées de plus de 65 ans et celles infectées par Helicobacter pylori. Ces personnes à risque de complications ulcéreuses justifient la prise d'une protection gastrique par inhibiteur de la pompe à protons, IPP, médicament qui réduit la production d'acide et pas l'estomac. Et rappelez-vous, si vous utilisez les inhibiteurs de la pompe à protons, vous bloquez également la circulation du potassium. Vous vous rappelez cette formation qu'on a faite sur l'importance du potassium. Si vous ne l'avez pas suivi, retournez chercher ça. OK? Et donc, l'utilité de faire confiance à ce que nous vous proposons. Nous ne vous demandons pas de rejeter ce que vous aviez. Utilisez ça. Ce que nous vous proposons n'est pas incompatible. Ce n'est incompatible avec rien du tout. Et j'ai été heureux d'apprendre que la vitamine C est importante également pour la lutte contre l'hélicobacter pylori. Donc, vous voyez, si vous prenez le protocole que je vais proposer tout à l'heure dans un témoignage, parce que je l'ai proposé à des gens qui me sont revenus en dansant avec beaucoup de joie, eh bien, vous allez voir que mettre une boîte d'absorbent C dans un lit de cœur d'aloès et de le vider le jour 1, c'est bon, même pour les personnes qui ont l'ulcère. Et pourtant, on vous dira, il ne faut pas prendre des trucs acides. Les gens goûtent l'absorbent C de Forever et se mettent à raisonner. Évitez de, évitez de faire des théories alors que la pratique a déjà démontré que vous aurez des résultats. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet nocebo. Ce que si vous ne croyez pas, vous risquez de ne pas obtenir le résultat qu'on attend. Les examens, l'endoscopie digestive ou autre, dans le diagnostic comme la surveillance, je vais y revenir brièvement vers la fin. OK? Et je rappelle simplement que l'ulcère se traite différemment en Angleterre qu'en France. En Angleterre, les gens utilisent le test de la respiration. Et je vais vous démontrer tout à l'heure l'importance de ce test-là, de ce test au carbone 13. Alors, eux, ils utilisent le test pour vérifier s'il y a infection à Helicobacter pylori et après, ils font le traitement. Les Français introduisent directement le tube dans votre bouche pour aller voir. Le Français veut voir et traiter. L'Anglais fait le test et après, il traite. Alors, cicatriser l'ulcère, éviter les récidives, oui, on va passer sur ça. 90 000 cas. 90 000 cas. OK, 90 000 nouveaux cas d'ulcères gastro-duodénaux par par un plutôt sont diagnostiqués par endoscopie. Vous voyez, endoscopie qui est une méthode invasive. On vous introduit une petite caméra par l'œsophage et on va là-bas. Et au passage, même, on peut prélever des morceaux de, de, de membrane, de paroi de l'estomac ou du duodénum pour une biopsie. Pour le duodénum, ce n'est pas utile, comme je l'ai dit, parce que l'ulcère duodénal ne conduit pas au cancer. Mais par contre, pour l'ulcère gastrique, on fait en même temps un prélèvement parce que introduire ce tube là-bas, c'est pas, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Donc, quand on le fait une fois, autant prendre toutes les précautions. Donc, quand on l'introduit, on prélève rapidement aussi un petit morceau pour voir s'il y a cancer et s'il y a ulcère, est-ce que ça n'évolue pas vers un cancer?
On va aussi voir s'il y a l'hélicobactère pylori. On verra les tests là à la fin, comme je l'ai dit. 20 000 ulcères sont découverts au stade de complication. OK, ça, c'est les chiffres de la France. Donc, 70 à 80% des ulcères sont dus à la bactérie Helicobacter pylori. On va même jusqu'à 95%. Quand l'ulcère est déjà là, quand l'ulcère est déjà là, 70 à 95% sont dus à l'Helicobacter pylori. Ça veut dire que c'est pour ça que les gens disent simplement l'Helicobacter pylori est responsable. Il n'est pas le seul responsable. Il faut dire que les ANS même l'aident. Vous avez bien compris. Quand vous avez déjà le virus en vous, quand les conditions deviennent favorables, c'est comme ça. C'est comme un voleur qui, qui va quelque part où les gens baissent de vigilance. Il reprend rapidement du service. Les signes d'alarme, l'hémorragie, complication la plus fréquente de l'ulcère gastro. Les signes d'alarme sont ceux révélant une complication aiguë d'ulcère, c'est-à-dire l'hémorragie et la perforation. Des selles noires. Ah oui, attention, quand vous trouvez du sang dans les selles, il faut toujours aller consulter. Ce n'est pas pour l'ulcère, mais pour d'autres problèmes, par exemple le cancer du côlon, qui est un cancer assez dangereux. Donc, quand vous trouvez du sang dans les selles, courez à l'hôpital. Ne vous posez pas de questions. Voilà. Et les selles noires, noires parce que le sang va être digéré. Le sang va être digéré. C'est pour ça que ça ne sort pas forcément rouge. OK? Donc, voilà. En effet, il peut engendrer une hémorragie à bas bruit, une hémorragie silencieuse, une douleur épigastrique intense en coup de poignard qui ne cède pas, de la fièvre, des vomissements. Alors, en tout cas, ce n'est pas ici que nous allons faire les diagnostics. Les idées reçues. L'ulcère gastro-duodénal peut être provoqué par le stress ou l'angoisse. Faux. On va expliquer. Pendant longtemps, pendant très longtemps, on a cru que les ulcères de l'estomac et du duodénum étaient causés par le stress. Aucun facteur psychologique n'intervient dans l'apparition des ulcères. Cette idée reçue provient du fait que le stress psychologique peut induire ou accentuer des douleurs gastriques. On parle de dyspepsie, sans que ce soit forcément lié à un ulcère. Les vrais ulcères de stress peuvent être observés chez des patients en réanimation. Il ne s'agit alors pas du stress de la vie quotidienne, mais d'un stress biologique, métabolique, ischémique infectieux, intense dû à une pathologie très grave qui met en jeu la vie de ces personnes. On dit qu'il peut engager le pronostic vital. L'ulcère est dû à une hypersécrétion acide, vrai et faux. Retenez surtout le faux parce que tellement de gens vous font croire que c'est parce que vous fabriquez trop d'acide. Il faut... Non, 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 non. Évitez ça. Ce n'est que dans le cas de l'ulcère duodénal que un excès d'acide peut être responsable de lésion. Et c'est ça on le verra tout à l'heure. C'est une stratégie de l'hélicobactère pylori qui conduit à ça. Ce n'est pas parce que vous mangez des aliments qui produisent des acides. Arrêtez de mettre en pratique ces, ces genres d'informations que vous trouvez sur les chaînes YouTube et que vous ne prenez pas le temps d'aller recouper. Alors, ce n'est pas le cas donc dans l'ulcère gastrique dû à un défaut de protection de la muqueuse et non pas à une hypersécrétion acide de l'estomac. C'est vrai pour l'ulcère duodénal secondaire à l'infection à hélicobacter et pour les exceptionnelles tumeurs à gastrine, les gastrinomes. Le recours à la chirurgie de l'ulcère est rare. Vrai. La chirurgie ne concerne que les complications de l'ulcère non contrôlées par l'endoscopie, à savoir la perforation de la paroi et l'hémorragie, la sténose, c'est-à-dire rétrécissement au niveau du duodénum et le cancer de l'estomac. Je rappelle que
quand il y a rétrécissement au niveau du diodrome, le fait d'envoyer cette caméra-là pour l'endoscopie, ça permet d'ouvrir également la lumière du diodrome. Vous voyez que ce n'est pas, même si c'est invasif, ce n'est pas inutile. OK? Seule une minorité des ulcères est symptomatique, vrai. Mais attention, les douleurs sous-ANS ne sont pas forcément liées à la présence d'ulcères. Oui, je préfère que vous reteniez quand ça comme ça. Parce que même quand c'est vrai, il vaut mieux ne pas tout de suite le penser. Toujours en référence au même effet nocebo. Les gens, les gens qui n'ont pas encore les moyens de consommer nos produits, de mettre en œuvre nos protocoles, sont obligés de faire recours à la médecine classique. Et il faut souhaiter que ces gens se sentent quand même à l'aise. C'est pas parce que nous avons des produits à vendre que si les gens n'utilisent pas nos solutions, on va leur souhaiter le pire. D'accord? On va être de plus en plus mieux maintenant. Et on ne va pas diaboliser les gens. Donc, quand je dis que les gens n'ont pas les moyens de consommer nos produits, ce n'est pas lié à l'argent. Les gens peuvent dormir sur l'argent, mais n'ont jamais eu la chance de rencontrer quelqu'un qui les a édifiés par son attitude, par son humilité, ou peut-être par son orgueil. On ne sait jamais ce qui peut vraiment taper les gens, ce qui peut attraper les gens. C'est pour cela que c'est important de rester connecté à, à lui, au barbu qui nous envoie en mission, à Dieu. Il faut rester connecté à lui. Alors, un mot sur l'hélicobacter pylori. On va découvrir ce terme-là aujourd'hui. En 1982, deux chercheurs australiens, John Robbins, John Robin Warren et Barry Marshall, identifient puis cultivent pour la première fois cette bactérie inconnue, nichée dans les parois de l'estomac de plusieurs patients atteints d'ulcères. C'est l'Helicobacter pylori. Ces deux chercheurs ont reçu par la suite le prix Nobel de médecine en 2005. Je rappelle que au moment où ils formulaient leur hypothèse, les gens se moquaient d'eux. La science a toujours évolué comme ça. Les gens se moquaient d'eux au point où l'un des chercheurs s'est inoculé l'hélicobactère pour avoir l'ulcère et ainsi le traiter avec des antibiotiques et démontrer que c'est vraiment l'hélicobacter pylori qui est à l'origine de l'ulcère. Comme quoi, ce que nous faisons, nous, partenaires Forever, d'autres aussi l'ont fait sur d'autres terrains. Maintenant, après, viennent des industriels plus opportunistes qui ont, qui ont les meilleures armes et donc qui occupent tous les terrains. Vous comprenez? Les assurances ne remboursent pas les compléments alimentaires. Si les assurances remboursaient les compléments alimentaires, tous les journalistes seraient déjà en train de parler de faire la promotion des compléments alimentaires. Il faut aussi connaître ce système-là. Et si vous êtes employé, savoir que si vous payez une assurance maladie, il faut réserver, faire de l'économie pour payer l'assurance santé. Parce que l'assurance maladie ne vous donne pas la santé. L'assurance maladie, au contraire, vous aligne les séries de maladies. J'espère que je communique. Alors, c'est une bactérie gram-négatif. Alors, quand on parle de gram-négatif, c'est juste la couleur que la bactérie affiche lorsque on l'observe. OK? Et souvent, les bactéries gram-négatifs affichent une couleur rosée. Alors, donc, c'est une bactérie gram-négative de forme spiralée ou hélicoïdale. C'est de là que vient Helicobacter, forme hélicoïdale. Elle mesure 3 micromètres de long et environ 0,5 micromètres de diamètre. Elle porte 4 à 6 flagelles. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le schéma. Elle porte 4 à 6 flagelles, et ce qui lui permet donc de mouvoir. Elle est dite micro-aérophile parce qu'elle a juste besoin d'une petite quantité d'oxygène pour vivre. D'accord, elle a besoin d'oxygène pour vivre, mais pas autant que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Elle est également non capsulée, donc elle n'est pas enfermée dans une capsule et elle n'est pas enfermée dans une spore. Vous savez qu'il y a des bactéries à spores qui sont, qui sont telles que c'est difficile de les avoir. Alors, l'anatomie ou la structure de la bactérie donne une idée de comment on peut
on peut on peut la vaincre. Hélicobacter pylori se situe au niveau de l'antre, on avait déjà dit, de l'estomac, la partie basse là, juste avant le duodénum. La contamination se fait généralement pendant l'enfance, mais l'infection persiste toute la vie tant qu'il n'y a pas d'éradication. La contamination va se faire lorsqu'on mange par exemple avec la main, et ce n'est pas pour ça que vous allez arrêter de manger avec la main. Et lorsque les mamans, par exemple, mangent un peu les aliments avant de les donner au bébé, donc la maman peut transmettre par régurgitation, on peut contaminer. Je crois que je ne vous donne pas les informations pour que vous vous mettez aujourd'hui à fuir, parce que je vous l'ai déjà dit, un enfant a besoin de récupérer les microbes de son environnement pour construire son microbiote intestinal. Il est important de le coloniser afin de le préparer à vivre dans cet environnement-là par la suite. Le processus le processus de colonisation de l'Helicobacter pylori. Alors, je suis allé chercher ça sur le site de l'Institut Pasteur. Dans une étude publiée dans PLOS Pathogens, les chercheurs de l'Institut Pasteur, en collaboration avec l'Institut Armand Frappier Canada, ont identifié un nouveau transporteur de nickel chez la bactérie pathogène gastrique Helicobacter pylori, lui permettant de survivre à l'acidité de l'estomac et donc de s'y multiplier et d'y provoquer des pathologies. La bactérie Helicobacter pylori colonise l'estomac de la moitié de la population humaine mondiale. L'infection par Helicobacter pylori est chronique et peut évoluer d'une gastrite vers des pathologies plus graves, comme les ulcères gastro-duodénaux et le cancer gastrique, qui est responsable de près de 700 000 décès annuels dans le monde. Helicobacter pylori et les hélicobactères gastriques sont les uniques micro-organismes capables de coloniser de manière persistante l'estomac malgré son acidité. Ce nouveau transporteur de nickel identifié, identifié chez l'Helicobacter pylori est indispensable à l'activité de l'enzyme uréase, on va voir ça tout à l'heure, essentiel pour la colonisation de l'estomac et donc pour la virulence de l'Helicobacter pylori. Donc, ce microbe a besoin de nickel. Il a besoin de transporteurs de nickel. Voilà, il a besoin de transporteurs de nickel pour pouvoir jouer son rôle. Alors, les chercheurs de l'unité pantogénèse de l'Hélicobacter Institut Pasteur et de l'Institut Armand Frappier, dans le cadre d'un projet transversal de recherche PTR, ont découvert que ce nouveau transporteur a été acquis au cours de l'évolution spécifiquement par les hélicobactères gastriques, dont fait partie Helicobacter pylori. Cette acquisition a donc permis à Helicobacter pylori et aux hélicobactères gastriques de devenir les seuls organismes capables de coloniser le milieu hostile. Donc, la recherche continue. Ceci, c'est en 2016 que ça a été publié. Il m'a plu de partager cela avec vous pour vous montrer quand même que si on a ces informations, c'est parce qu'il y a des gens qui continuent d'étudier. Si on a ces informations, c'est parce qu'il y a des gens qui continuent d'étudier. Et dans nos présentations, parfois, on a tendance à faire croire aux gens que les diplômes ne sont que du papier, que ça n'a aucune valeur. Il faut éviter ça. Personnellement, je pense qu'il faut éviter, il faut parler avec un peu plus de respect aux gens, parce que c'est quand même ces personnes diplômées qui viennent acheter les produits. OK? Donc, je crois que les partenaires Forever peuvent se comporter comme les banquiers, comme les hommes d'affaires respectables, et pourtant produire de gros résultats. Je ne crois pas que Rothkeeper communique de cette façon. Ce que Rothkeeper fait, il a dit dans son livre, il présente des faits. Il présente des faits. Forever est une entreprise qui fabrique des produits de qualité irréprochable. La loi verra, vous allez forcément donner un témoignage. Si vous n'avez pas de problème de santé, vous allez courir plus vite. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez remarquer une amélioration énorme de vos problèmes de santé. Forever paie des bonus très généreux. Forever partage son bénéfice avec les gens. Le Business Forever permet de construire des habitudes de toute nature qu'on peut exploiter dans n'importe quelle autre dimension de notre vie. Il y a tellement de faits qu'on peut présenter et puis qu'on soit nous-mêmes, quoi, pendant qu'on est en train de parler de notre business. Parce que parfois, l'agitation fait croire aux gens que nous sommes je ne sais pas comment dire la chose, que nous ne sommes pas assez mûrs. Voilà.
Parce que pour les montants d'argent que nous manipulons effectivement, ça surprend les gens que nous continuons d'avoir ces attitudes d'enfants. Ils ne comprennent pas. Et pourtant, c'est vrai. Des gens gagnent des dizaines de millions par mois à Forever. Vous comprenez? Mais nous, on ne passe pas par des circuits habituels d'initiation particulière avant. On est actif. On peut être bête et être actif et produire de résultats. Donc, ça c'est maintenant pour les autres, hein, pour les autres qui ne sont pas partenaires Forever et qui croient que ce que dit les partenaires Forever parce qu'ils font de l'agitation. L'agitation, parfois, c'est juste l'envie de mettre en pratique des conseils. On nous demande d'être enthousiastes. Des gens ne savent pas l'être. Ils apprennent à l'être. Et c'est tout ça aussi. Donc, priez pour jouir des bienfaits de ces produits-là. Alors, transformer l'urée en ammoniac, voilà ce que fait l'hélicobacter pylori pour pouvoir vivre dans ce milieu acide. Alors, dans la lumière de l'estomac, quand on dit lumière d'un vaisseau sanguin, c'est juste simplement le trou. Le trou, quand vous regardez comme dans un tuyau, c'est ça qui est la lumière. Donc, à l'intérieur donc, de l'estomac, il y a l'urée. Et l'urée est transformée grâce à son enzyme uréase par l'Helicobacter pylori. Il y a de l'eau de toute façon présente dans l'estomac également. Donc, l'urée, oui, associée à l'eau, en présence de l'enzyme uréase, eh bien, ça produit du gaz carbonique et de l'ammoniac, NH3. L'ammoniac, c'est une base forte. L'ammoniac est une base forte. Donc, l'ammoniac va permettre de neutraliser l'acide. Vous voyez, quand il y a l'acide et la base, il y a neutralisation s'il y a une certaine quantité. Donc, ça permet donc, l'hélicobacter s'entoure. C'est comme les pompiers qui se protègent et pour rentrer maintenant dans les flammes pratiquement, pour ne pas être brûlé. Donc, l'hélicobacter se protège de l'ammoniac qu'il arrive à fabriquer. Et c'est ça qui lui permet maintenant d'aller plus loin. On reviendra tout à l'heure pour le développement. Alors, une fois fixée, alors j'ai sauté, elle peut se déplacer en profondeur grâce à ses flagelles. Une fois en contact avec les cellules épithéliales, elle peut y adhérer en utilisant ces lipopolysaccharides, on les appelle des LPS. Une fois fixée maintenant, elle peut sécréter ces toxines comme le VAC-A qui peut causer l'apoptose des cellules. L'apoptose, c'est la mort programmée des cellules, mais cette fois-ci, c'est l'hélicobacter pylori qui précipite la mort des cellules. Lui, il veut que les cellules qui sont là pourrissent pour qu'il puisse creuser un trou pour aller vers le sang, pour s'installer. C'est ce que lui fait. Et donc, quand il fait ça, il neutralise l'acidité, le mucus qui est fabriqué. C'est les cellules là qui fabriquent le mucus. Donc, s'il arrive à détruire ces cellules, eh bien, les cellules ne fabriquent plus de mucus. Et cette partie-là, où il n'y a plus de mucus, l'acide chlorhydrique qui vient brûle ça. Dans un premier temps, il va neutraliser les cellules et perturber leur intégrité, l'intégrité de leur intégrité et leur structure, et provoquer maintenant une inflammation. Vous voyez que cette bactérie, elle est comme un général de guerre. C'est exactement cela. C'est exactement ça. Quand quelqu'un de très futé, à la tête d'une armée, veut attaquer, il étudie les, 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 les forces et les failles de l'ennemi et utilise les armes appropriées. Parfois, il va utiliser ses propres armes contre lui. C'est ça. On sait que l'acide chlorhydrique et la pepsine vont permettre de digérer les aliments, de tuer les bactéries. Mais le Helicobacter pylori va, lui, parce qu'il a de quoi se protéger de cet acide-là, il va neutraliser, il va enlever ce qui protège les parois d'être brûlées, détruire ce qui fabrique le mucus et maintenant envoyer l'acide pour mieux éroder, pour mieux creuser et va créer l'inflammation. Le voilà à l'œuvre. En un, il s'est armé de son NH3 pour, pour pénétrer sans être tué et il s'installe et il va maintenant
libérer ces toxines pour détruire progressivement les couches et ainsi, au stade 4, il va proliférer bien sûr, hein, va se multiplier et après au stade 4, il va commencer par éroder, éroder. Et quand il a érodé, pour éroder, il fait quoi? Il suscite une plus grande sécrétion d'acide. Pour éroder, il va susciter une plus grande sécrétion d'acide. Et la plus grande sécrétion d'acide va commencer par remplir l'estomac et le trop-plein va se déverser dans le duodénum. Le duodénum qui n'est pas protégé comme l'estomac, le duodénum qui est habituellement basique parce qu'il y a le l'HNO3, le carbonate acide que le pancréas va sécréter justement pour venir neutraliser le chyme acide. Au total, donc, au final, cela va permettre à l'acidité gastrique de rentrer en contact direct avec la muqueuse, ce qui va produire de gros dommages cellulaires jusqu'à en arriver à un ulcère. De plus, cette bactérie va entraîner une augmentation de la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et cet excès d'acide chlorhydrique va finir par arriver dans le duodénum qui est normalement plus basique que l'estomac. Par conséquent, elle peut causer des ulcères duodénaux également. Le diagnostic, comme je l'ai dit, en France, les gens font d'abord l'endoscopie avant d'aller faire le traitement. Et ça, c'est un éminent gastro-entérologue français qui l'a dit sur Europe 1. OK? Et donc, s'il y a des endroits en France où ils font le contraire, qu'on m'en excuse. En Angleterre, par contre, ils font le test le test respiratoire. Alors, le test respiratoire, en quoi cela consiste? On sait que l'Helicobacter pylori va convertir l'urée en, en carbonate acide et plutôt en ammoniac. Il va convertir l'urée en dioxyde de carbone et en ammoniac. Le dioxyde de carbone va naturellement passer dans le sang pour être expiré, pour être récupéré dans ce qu'on a expiré, dans l'air expiré. Et donc, on fait boire un liquide, d'accord, contenant de l'urée. Et cette urée-là est faite avec un carbone radioactif, le carbone 13, une isotope du carbone, le carbone 13. Et donc, lorsqu'il y a Helicobacter pylori, la réaction se déroule bien. Quand l'urée vient, l'Helicobacter pylori va s'attaquer à cette urée-là avec son uréase comme enzyme, comme catalyseur. Et puis, le dioxyde de carbone, le CO2, le C est le C13. Donc, lorsqu'on récupère le gaz expiré, on va mesurer pour voir si c'est le C13 ou pas. Quand on trouve le C13, ça veut dire que l'Helicobacter pylori était là. Et ensuite, maintenant, on peut engager un traitement. Voilà le principe du test, le test respiratoire. L'éradication d'Helicobacter pylori repose sur un traitement associant IPP à double dose et des antibiotiques. On parle de quadrithérapie. Parfois, une étude de sensibilité aux antibiotiques est faite sur la biopsie, ce qui va guider le traitement en fonction des antibiotiques auxquels la bactérie est sensible. Donc, parfois, avant de commencer à faire le traitement, on peut faire un prélèvement et vérifier quelle est la nature. C'est en cela que je trouve quand même intéressante cette approche française. Pourquoi ne pas cumuler tout? En tout cas, moi, je ne suis pas dans les hôpitaux. les, les médecins savent bien pourquoi ils font ce qu'ils font. Parfois, c'est qu'on n'a pas le temps. Parfois, c'est le protocole qui est imposé et vous n'êtes pas toujours autorisé à dévier. OK? Chaque structure est organisée. Même notre business forever, on ne nous permet pas de faire tout ce que nous voulons. Donc, tout est coordonné. Les gens ne font pas toujours ce qu'ils veulent. C'est pour ça aussi, on va apprendre à les comprendre et collaborer avec ce qu'ils font. Alors, une fois le traitement fini,
on attend 4 à 6 semaines avant de faire un test. D'accord? Ce que je peux vous dire simplement, c'est que les traitements, il y en a de deux types en fonction des conditions que les gens vivent. Le premier type dure 14 jours. Et quand vous finissez et que ça n'a pas marché, vous entamez l'autre de 10 jours. Vous attendez 4 à 6 semaines pour faire le test. Si le test est négatif, vous reprenez maintenant par celui de 10 jours pour finir par celui de 14 jours. Vous voyez, il n'y a pas de certitude. Je ne sais pas pourquoi, parfois, quand les gens veulent acheter à peine 200 ou 300 000 francs de produits, ils veulent forcément qu'on aille leur chercher les plus gros experts du monde avant de leur proposer des produits qui donnent des résultats à tout le monde. Et puis, il y a des partenaires qui se laissent encore aller à ce jeu-là. Si un client ne veut pas acheter, laissez-le passer à un autre. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre? Vous êtes inscrit à Spartacus. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre Armageddon? Moi, j'ai fini la formation à Armageddon, je suis en train de reprendre. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait un truc comme ça et qu'on n'en profite pas. Et j'adore Michel. Michel dit que quand tu viens aller à un rendez-vous, il faut utiliser un rafraîchissant d'haleine, les pastilles pour rafraîchir l'haleine. Si je le vois, quand je vais le croiser, je vais lui dire, mon ami, j'ai le Bright qui me permet de faire ça. Donc, pas besoin d'aller acheter des pastilles. Et en écoutant ça, je me suis rendu compte que je peux juste développer un business avec le Bright, rien que pour rafraîchir la laine des gens. Vous voyez, je me suis lavé, je sors de la douche, ma fille vient et puis elle dit, ah, papa, tu sens bon. J'ai dit, waouh, j'ai gagné un point. Je suis allé au niveau du questionnaire, j'ai corrigé. Parce qu'on n'a pas de parfum, nous autres ici, mais on a le Gentleman Pride. Quand vous passez le Gentleman Pride, c'est comme si vous avez mis un parfum. Quand vous lavez avec le body lotion, c'est comme si vous avez mis un parfum. Et que dire de l'avocado et des autres? Donc, chers amis, on va y aller maintenant avec les produits Forever. Alors, je vous ai mis là des produits. Il y a mis 2 bidons de gel plus. C'est les moyens qui vont vous limiter. Le premier bidon, vous allez le vider le premier jour. Vous le viderez avec le mélange de 40 comprimés de Feed Green. Ça, c'est un. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose avec, cette fois-ci, 20 comprimés d'absorbency et 30 comprimés d'Humiblend. Donc, le mélange, c'est un bidon d'aloès et 40 comprimés de Feed Green mélangés. Vous videz ça en un jour à raison d'un verre, comme ceci, un verre bambou toutes les 2 heures. Normalement, en 4 prises, vous avez fini le bidon. Vous faites ça, ou bien vous prenez le même bidon d'aloès et 20 comprimés d'absorbency de vitamine C et 30 comprimés de Forever Amy Blend. Vous avez déjà les fibres dedans. Autant dans l'autre que dans ceci. Vous mélangez bien. Vous buvez aussi de cette façon le jour 1. Le jour 2, vous refaites le même mélange. Vous faites le même mélange. Et cette fois-ci, vous prenez ce mélange, 100 ml le matin, 100 ml à midi, si vous avez opté pour Absorbency et Humiblend, parce que certains ne supportent pas l'énergie qu'ils dégagent avec la prise de vitamine C la nuit. C'est pourquoi j'ai mis matin et midi. Et donc, vous prenez 100 ml le matin, 100 ml à midi. Pour ceux qui n'ont que 2 bidons, si vous pouvez avoir 3 bidons, alors vous prenez 200 ml le matin, 200 ml à midi. En plus de ça, vous prenez 4 gélules de Forever Atixi, je n'ai pas mis ça là, 4 gélules de Forever Atixi le matin, 4 à midi, 4 le soir. Bipropolis, vous prenez 2 comprimés le matin, 2 comprimés à midi, 2 comprimés le soir. La boîte va faire 10 jours. Si vous avez les moyens, vous pouvez prendre 2 boîtes de Bipropolis. Et dans ce cas, vous prendrez 10 comprimés de Bipropolis par jour, sur 6 jours. Et vous continuez. Le Probi, c'est 6 gélules par jour. Si vous avez les moyens, la boîte fera 5 jours. Et vous renouvelez. Ça fera 2 boîtes. Si vous n'avez pas les moyens, prenez 3 capsules. J'ai dit gélules, capsules. Un matin, un midi, un le soir. Ou bien,
3 d'un seul coup le matin ou bien 2, un le matin, 2 le soir. Le Probi, vous pouvez le prendre quand vous le voulez parce que ça a une capsule gastro-résistante. Mais pour être plus prudent, vous pouvez le prendre plus d'une heure avant un repas et plus d'une heure 30 après un repas. Je préfère le prendre à jeun et le prendre très loin des repas juste avant de me coucher. Le fiber, si vous avez fait ce mélange, vous n'avez pas besoin du fiber, vous pouvez garder le fiber. Ceux qui recherchent des pansements gastriques, le fiber est un excellent pansement gastrique. Ça, je peux vous le dire. Et si quelqu'un veut savoir si c'est une allégation ou pas, il n'a qu'à étudier la composition du format fiber et qu'il vienne me dire ce qu'on lui donne de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça a de plus. Les gens utilisent de l'argile comme pansement gastrique. Ce n'est pas une allégation. Donc, ce n'est pas le fiber qui sera une allégation. Les gens utilisent le Bright quand ils ressentent des brûlures. OK? Voilà ce que j'ai voulu proposer. J'ai voulu partager avec vous. Là, maintenant, je vous donne un témoignage. Et si le temps le permet, je vais laisser Geneviève vous donner un ou deux témoignages. Je vous ai parlé ici à plusieurs reprises d'un ami. C'est le plus récent. Hein? C'est le plus récent. Geneviève donnera l'autre. D'un ami prêtre qui est venu dans mon bureau et qui me disait qu'il avait un problème au niveau de la colonne vertébrale qui l'empêchait d'adopter certaines positions. Mais pour comble, il avait des brûlures au niveau de son tube digestif. Les soirs, ça l'empêche de dormir. Quand il mange certaines choses, ça l'empêche de dormir. Et il devait normalement se mettre dans certaines positions pour retrouver un minimum de confort. Seulement que ces problèmes au niveau de la colonne vertébrale ne lui permettaient pas d'adopter cette position. Et le protocole que je viens de vous donner, c'est ce protocole que je lui ai offert. Je ne lui ai même pas demandé s'il a l'argent ou pas. Parce que pendant qu'il parlait, je voyais juste une occasion d'impacter encore quelqu'un. Parce que je vis dans une communauté où les gens sont, peut-être que le niveau est un peu limité. Et comme ils ont des parents qui sont ailleurs, des parents qui sont de gros intellectuels, de médecins et autres gros diplômés, ces parents viennent les dissuader de se laisser berner par nous qui avons quitté la ville pour venir ici avec nos produits bizarres. Et donc, je lui ai offert ça. Et il est allé, ça devait durer 10 jours exactement. Il a fini le programme. Il a commencé par déranger Geneviève pour dire quand est-ce que je serai libre pour qu'il vienne à la maison me rendre compte et poursuivre le protocole parce que je lui avais dit qu'il devait faire son traitement sur 3 mois. Eh bien, quand il est venu, il m'a dit que le programme a très bien marché. Que non seulement le programme a marché pour lui, mais il a tenu à tester le programme afin de venir me dire, il a dit que quand il vient me dire que ça a marché, qu'il soit sûr que ça a vraiment marché. Il a donc mangé des choses qu'il ne mangeait pas. Eh bien, il a supporté. Jusqu'à ce qu'il parte d'ici, il n'a plus jamais parlé de ce problème-là. Donc voilà, il est venu continuer. Hein. Il a acheté lui-même par la suite le reste du programme. Ce n'est pas la première fois que j'aide quelqu'un avec ce protocole. Et ce que vous venez de suivre, dans la préparation de cette formation, j'ai suivi également des nutritionnistes. Je me promène un peu partout. Et j'ai eu le plaisir de voir qu'on recommande des probiotiques, non pas seulement des nutritionnistes, mais des médecins. On recommandait les probiotiques pour la gestion de l'ulcère, de l'ulcère. On a recommandé la vitamine C. Et donc, tout ça n'a fait que confirmer le doigté qu'on a eu dans l'élaboration de notre protocole. Est-ce que Geneviève est là? Si Geneviève est là, tu lèves la main. On a peut-être 3 minutes pour que tu puisses donner un témoignage. Si tu peux lever la main, va ouvrir ton micro. Allô, Paouma? Oui, c'est fait. Merci Super. beaucoup, toi, cher bâtisseur.
Bonsoir, c'est Esther Geldos. Merci pour la formation. Mon témoignage est celui d'un filleul. Ce témoignage m'a tellement impacté. J'ai vécu ça, et ce qui fait que vraiment, je lui ai dit que je vais donner ce témoignage. C'est ici à Comé, et bizarrement, c'est aussi un enseignant des sciences de la vie et de la terre qui, s'il était disponible, allait donner lui-même de sa propre voix le témoignage. Il faisait des crises à répétition d'ulcère. On le ramassait pratiquement pour amener à l'hôpital. Il a tout essayé. Il a essayé beaucoup de choses. Quand il vous parle, vous sentez que cette personne a fait quand même le tour. Et quand un ami, un de mes filles, lui a parlé de Forever, il est venu à la maison, on lui a élaboré le protocole et vraiment, déjà après un mois, il est revenu nous dire vraiment ce que je ressens après un mois. Je n'ai jamais ressenti ça depuis des années que je traîne ce mal. 2 mois après, il sentait déjà qu'il était guéri. Il mangeait du piment, les aliments qu'il évitait. Il a vraiment commencé par les consommer. Et après 3 mois, il a donné même publiquement son témoignage par audio. Et je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, il n'en parle plus. C'est un inspecteur par surcroît. Merci. Donc, voilà ce que je voulais donner comme témoignage. Alors, merci Geneviève. Je rappelle que ce monsieur, il servait sous moi. Quand j'étais directeur au CEG à Coléra, il servait sous moi et il vivait dans la même maison que ma secrétaire. Et en tant que directeur, quand je viens au bureau, j'ai besoin de ma secrétaire pour faire un certain nombre de choses. Et c'est en ce moment qu'on m'appelle pour dire il a fait une crise d'ulcère et la secrétaire l'a amené à l'hôpital. En tout cas, j'espère on va retrouver l'audio et vous le faire écouter. Merci d'avoir été là ce soir. Merci, 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 merci à toi, JL Dosso. On a encore appris énormément ce soir. Et